Je vais laisser la parole à Pierre Sutter pour conclure cet après-midi. Après, nous irons au foyer où un verre de l'amitié vous sera servi. On a modifié un peu le programme pour toujours les causes d'intempéries. On sera climatisé. Donc on n'ira pas à la bibliothèque de l'hôtel de ville, mais ce sera pour la prochaine fois. On aura une prochaine séance qui sera, elle, plus consacrée au projet, bien sûr, mais aux mécènes, qu'on invitera évidemment à nous rejoindre, à rejoindre le conseil scientifique. Ça devrait normalement se faire d'ici la fin de cette année. Et puis donc, il me reste à vous remercier, mais je laisserai évidemment le mot de la fin à Pierre Sutter. En tout cas, pour la suite des événements, rendez-vous bientôt. Vous serez. Alors, oui, un élément important que j'allais oublier, mais qui est fondamental dans nos relations, c'est la création d'un intranet du projet qui fonctionne maintenant et que vous pouvez d'ores et déjà, en vous connectant sur restaurantnotredame.org, ouvrir un compte qui se trouve facilement dans le menu en haut à droite du menu du site internet de Restaurant Notre-Dame. À partir de là, vous allez créer votre compte avec une email et un mot de passe. Et puisque vous êtes membre du conseil scientifique, les droits d'accès au projet vont vous être attribués avec la possibilité d'accéder à tous les documents possibles et imaginables qui intéressent le projet et qui intéressent donc votre participation au conseil scientifique. Voilà, c'est en place, ça marche. Et je vous remercie encore de votre participation. Je laisse la parole à Pierre. Oui, avant de conclure, on fait encore une rapide petite question-réponse. Oui, oui, c'est vrai que j'allais oublier. On a encore 5 minutes, 10 minutes. Quelqu'un a une question? Je pense qu'on a tous... Ah, une dame là-bas, au fond. Merci. Donc Véronique Vergès-Bellemin. Tout à l'heure, j'ai posé une question sur la pierre. Et puis, il y a une des personnes dans l'assistance qui a posé une question sur la protection de tous ces éléments en bois. Donc, la solution vers laquelle vous cheminez... Est-ce que vous pourriez parler plus fort parce que j'entends pas bien. Je voulais parler de la protection de ces éléments en bois. Hein, la protection incendie, la protection... Non, la protection contre les intempéries. Ah, d'accord. Voilà, il a été mentionné qu'il y aurait une protection en verre. Donc, vous êtes tous conscients que ça va poser un énorme problème pour le climat à l'intérieur, enfin pour les températures à l'intérieur. Et j'ai vu sur une des présentations un immense dôme. Alors ça devait être une charpente métallique avec des éléments en plastique dessus, quelque chose comme ça, qui était translucide. Ni métal, ni plastique. Hein. Non, c'était la présentation de la charpente dans les ateliers. Ah, pardon. Voilà. Et il y a une immense halle qui est très très belle, qui diffuse la lumière et qui protège tout ça. Et je me demandais si vous avez envisagé de faire, à l'instar de ce qu'on fait parfois sur les sites archéologiques, que l'on veut préserver sans les recouvrir de terre. Ce sont des voûtes, de très très belles voûtes qui sont au-dessus et qui, alors là, bon, je ne sais pas comment vous allez gérer la flèche, mais qui pourraient être au-dessus de tout ça et qui pourraient permettre de visualiser l'intégralité de ces choses-là sans avoir ces problèmes de climat et d'augmentation de température et d'effet de serre. Alors, là, je vais parler sous le contrôle de l'architecte qui fronce les sourcils, mais qui dit que, a priori, ça serait peut-être possible. C'est simplement l'addition qui risque d'être assez lourde. Et puis, effectivement, la tenue, disons, mécanique d'un tel dôme, c'est une bonne idée. On n'y a pas pensé, à vrai dire, si Patrice a évoqué ce sujet-là, mais tout est possible. Je vous rassure, sur la couverture verre et la ventilation générale de l'ouvrage, tout ça est pris en compte par les bureaux d'études. Aujourd'hui, ça reste parfaitement possible. On a évidemment un sujet sur c'est du verre, hein, donc ça réfractera pas 100% des UV, et on aura une obligation de ventilation très puissante pour permettre justement de rendre l'ensemble acceptable aussi bien en hiver qu'en été d'ailleurs.
On laissera Patrice réfléchir sur le sujet. On a pensé à différents scénarios, effectivement, mais il faut quand même savoir que vous êtes sur un édifice qui fait 120 mètres de long. On aurait multiplié le coût de la construction x 10. Hein, donc, dans ce que vous dites, c'est financièrement impossible. On pourrait éventuellement faire ce qui a été fait au musée du Louvre d'Abu Dhabi, avoir cette coque qui englobe toute une architecture. Mais l'addition est évidemment très lourde et les problèmes techniques sont très importants. Enfin bref, en tout cas, on posera la question quand même à l'architecte Patrice Varnan et lui on demandera de vérifier une option sur l'idée que vous nous donnez, madame. En tout cas, c'est intéressant. D'autres questions ? Oui, monsieur au fond. Ah, pardon. Emmanuel Bigot. Emmanuel. On ne vous oublie pas. Non, ça marche tout. Oui, donc Emmanuel Bigot. Moi, juste une petite question au niveau de la formation. Est-ce que le campus des métiers et des qualifications filière bois Bourgogne-Franche-Comté a été impliqué déjà ? Pas encore. On est en relation avec donc le conseil régional de Bourgogne. On doit avoir les prochains entretiens avec la personne chargée de la formation. Donc c'est en cours, mais c'est pas fait. D'accord. Bon, ils sont basés à Cluny, à l'ENSAM, et le président est le directeur du pôle bois de l'ENSAM. Voilà. Ok, l'ENSAM qu'on connaît bien. Et je peux te donner ses coordonnées. Ok, on est preneur. Merci. Il y avait une autre question, c'était qui ? J'arrive. Oui, bonjour à tous. C'est un chantier de charpente, mais c'est aussi un chantier de verre. Et je vois qu'il y a quand même... alors, quel type de vitrage vous pensez mettre ? Enfin, c'est peut-être pas d'actualité. Hein. Alors, et puis, il y a aussi un énorme chantier d'études thermiques, parce que c'est une énorme serre, avec des jours comme aujourd'hui, ça il va falloir climatiser. Oui, Enfin, alors c'est en cours, aussi bien avec Saint-Gobain pour la qualité du verre. Vous connaissez, vous êtes un spécialiste du verre, donc vous connaissez, je dirais, les différentes qualités de verre aujourd'hui qui nous permettent d'envisager une couverture de ce type. Et la ventilation, les études thermiques sont en cours et sont finalement conscientes que le problème est important, mais il n'est pas insoluble. Donc voilà, on attend les résultats d'un moment à l'autre. On peut d'ores et déjà dire qu'il y a 9 chances sur 10 que ce soit un verre thermique, hein, parce que vu l'effet de serre qu'on risque d'avoir, on n'échappera pas au fait qu'il faille mettre du verre thermique, qui est beaucoup plus cher qu'un verre normal, hein, ça c'est clair. Et en plus de ça, pour éviter tout ce qui est grêle, tout ça, il faudra que ce soit au minimum un 44,2, voire plus. Hein. Mais de toute manière, vous avez mis l'accent dessus, c'est un projet qui est mené par un architecte, qui est mené par un AMO après, et également des bureaux d'études. Il y aura un bureau d'études structure, un bureau d'études thermiques, un bureau d'études spécialisé pour la verrière, ça c'est très très spécifique, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, un bureau d'études pour les VRD, enfin comme on fait habituellement sur tout type de chantier. Une autre question ? Et un paysagiste aussi, c'est important que le paysage soit traité. Et un autre spécialiste qui sera important pour l'environnement du bâtiment, pour le site en général, c'est le végétal, donc avec un paysagiste concepteur qui traitera principalement, un peu comme a commencé à le faire Charlois à Murlin, avec un parc du chêne en général, avec toutes les espèces, les variétés, pour voir en effet le développement du plus petit au plus grand, avec déjà des très grands sujets qui permettront de voir l'évolution au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure du dérèglement climatique s'il se poursuit. Une autre question ? Oui, juste, je me permets d'attirer votre attention sur le tout numérique pour les supports de médiation. Encore une fois, comme ça a pu se faire dans d'autres projets,
Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, si c'est très important de bien l'aborder, on est aussi face à des gens, à une génération qui a besoin de toucher, de faire, d'expérimenter des choses aussi. On le voit dans d'autres projets, il faut vraiment que ça soit aussi quelque chose qui soit mis en réflexion, parce que bien souvent, dans beaucoup de musées, on voit les supports de médiation qui se passent parfois un peu à côté aussi de ce sujet-là, notamment pour les scolaires. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion aussi à avoir sur la manipulation, sur le toucher, sur le faire. Les gens ont besoin de toucher, de rencontrer des gens, de rencontrer des matériaux, mais pas toujours se mettre des casques sur la tête pour voir des choses imaginaires. Juste, merci Fred, c'est tout à fait important ce que tu dis. Tu as juste à côté de toi Olivier Pagési qui a dirigé le chantier donc, de l'Hermione pendant plusieurs années. C'est un petit peu grâce à Olivier finalement qu'on a envisagé de faire le chantier école justement qui répond à ces volontés de vouloir effectivement faire toucher, montrer déjà par le regard, sur le geste, mais aussi des ateliers divers et variés. Et on en avait parlé tous les deux, on s'inspirera très probablement de ce qui était fait à la fabrique de la basilique Saint-Denis, qui était vraiment une démonstration justement de tout ce qui est gestuel et formation également, par des gens qui seront en permanence sur ce site. Je pense que le modèle est intéressant, on va évidemment réfléchir déjà là-dessus, mais le chantier école, c'est aussi une réponse à ce que tu viens de dire, et c'est, je dirais, alors c'est pas immédiat, parce qu'on veut absolument commencer par la tranche 1, qui permet de déclencher le chantier. Ce sera quand même difficile de mettre en place ces deux sujets en même temps, c'est-à-dire chantier école et la flèche. Déjà là, c'est quand même assez prenant pour cette première partie, cette première tranche, mais Olivier est là pour travailler ce sujet, y compris avec le conseil scientifique et culturel. Voilà, merci. On va, parce que l'heure tourne, donc on peut y aller, Pierre, et après je vous invite à prendre le pot de l'amitié qui sera juste à côté. Parfait. Mesdames, Messieurs, chers membres du Conseil scientifique et culturel, nous arrivons au terme de cette première séance plénière du Conseil scientifique et culturel de Restaurant Notre-Dame. Cet après-midi a pleinement confirmé la richesse des compétences réunies autour de notre projet et la pertinence de la démarche engagée. Au-delà des expertises représentées, elle a surtout permis de faire émerger une véritable dynamique collective au service d'une ambition patrimoniale, culturelle, scientifique et humaine commune. Les mois qui viennent seront désormais consacrés aux travaux des différents collèges du Conseil scientifique et culturel. Chacun sera appelé à approfondir les réflexions engagées aujourd'hui afin de nourrir les prochaines étapes du projet. Afin d'assurer la coordination de ces travaux, Olivier Pagési prendra prochainement contact avec chacun des collèges. Un représentant sera désigné au sein de chaque collège afin d'assurer la liaison et le suivi des échanges selon le calendrier qui vous a été présenté. Avant de conclure, je souhaite renouveler quelques remerciements particuliers. Merci à Madame Dominique Quillet-Moès pour sa présence et son soutien fidèle à notre démarche. Merci également à la Ville de Paris pour l'attention qu'elle porte à notre initiative et pour l'intérêt manifesté à l'égard de nos travaux. Et enfin, un grand merci à Pascal Jacob, président d'honneur de Restaurant Notre-Dame et fondateur, dont l'engagement, l'expérience et la vision accompagnent ce projet depuis son origine. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci enfin aux membres du bureau de Restaurant Notre-Dame pour l'implication quotidienne au service de notre association. On a aujourd'hui Didier, notre secrétaire national, que je remercie particulièrement. Notre trésorier n'a pas pu venir. Il y a d'autres présidents de commission. Je ne vais pas tous les citer parce que je crois que tout le monde a très très soif. Je souhaite également adresser un remerciement tout particulier à Michael Defour. Les images et les séquences que nous avons découvertes aujourd'hui ont donné une réalité concrète à notre vision et nous ont permis de mieux mesurer la portée du projet. Merci beaucoup, Michael. Cher Michael, merci pour ton talent, ton engagement et ta qualité remarquable de ton travail. Nous disposons désormais d'une méthode, d'une feuille de route et surtout d'une communauté de femmes et d'hommes rassemblés autour d'une même ambition. Rendre visible l'invisible. Au nom du bureau de Restaurant Notre-Dame, de l'ensemble de ses membres et en mon nom personnel, je vous remercie très sincèrement pour votre présence,
votre confiance et votre engagement. Je vous invite maintenant à poursuivre nos échanges autour du verre de l'amitié. Merci encore.